Le silence est l'outil le plus puissant du pouvoir. Pendant que le monde regardait les fumées des conflits régionaux et les gros titres passagers de l'économie, quelque chose de définitif se produisait dans les couloirs vitrés de New York. Ce n'était pas un conseil, ce n'était pas une suggestion diplomatique. C'était la signature du pacte pour l'avenir. Un document que beaucoup pensent n'être qu'une liste de plus de bonnes intentions de l'agenda 2030. Mais ils se trompent. Ce qui est écrit dans les annexes techniques de ce pacte est l'architecture d'un nouveau système de contrôle global qui ne dépend plus de votre vote, ni de la constitution de votre pays. Je ne parle pas de prédiction, je parle du document officiel ARES 79.1. Au chapitre 5, il détaille ce qui se passe quand le bouton d'urgence globale est actionné. Si vous pensiez que 2030 était loin, vous devez comprendre que le calendrier a été avancé à 2026. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sont les preuves d'une transition silencieuse. De l'identité digitale obligatoire à la gestion des chocs complexes. Le monde que vous connaissiez jusqu'à hier vient d'être mis à jour, et le nouveau logiciel du pouvoir n'accepte pas votre annulation. Pour comprendre l'ampleur du changement, nous devons regarder qui a rédigé ce plan. Ce ne sont pas seulement des diplomates, ce sont des architectes de systèmes et des technocrates de haut vol. Le secrétaire général de l'ONU et les conseils du Global Digital Compact ont changé de ton. Ils ont cessé de demander la coopération pour commencer à exiger la conformité. Le pacte pour l'avenir a été adopté en septembre 2024, mais sa mise en œuvre réelle se produit maintenant, dans l'ombre des bureaucraties nationales. Le contexte est une urgence fabriquée. Le récit d'un monde trop fragmenté, de crises trop rapides pour que les gouvernements locaux puissent réagir. Cela a créé le prétexte parfait pour la création de la plateforme d'urgence. Qui sont les acteurs impliqués? Les grands conglomérats technologiques, les banques centrales et les agences d'intelligence numérique. Ils ne veulent plus seulement influencer la politique, ils veulent remplacer la politique par l'administration technique. La France et les pays francophones sont signataires, ce qui signifie que votre vie privée, votre argent et votre accès à l'information sont désormais liés à des termes techniques que l'on ne vous a jamais consultés pour accepter. Le profil de ce nouveau pouvoir est invisible. Il ne porte pas d'uniforme. Il utilise des algorithmes et des protocoles d'interopérabilité. Ils appellent cela la gouvernance moderne. Nous appelons cela la fin de l'autonomie nationale. Ouvrons le dossier des preuves matérielles. Si vous accédez aux archives de l'Assemblée générale de l'ONU, vous trouverez le Global Digital Compact. Ce document ne vise pas à apporter Internet aux villages reculés. Il vise à créer une grille numérique pour chaque être humain sur la planète. La preuve réside dans l'article 15, où l'on parle explicitement d'une identité numérique légale pour tous, liée au système de paiement et aux services publics. Mais voici le secret que les médias ont ignoré. Pour que ce système fonctionne, il exige ce qu'ils appellent l'interopérabilité des données critiques. Cela signifie que votre dossier médical, vos réseaux sociaux, votre compte bancaire et votre historique de localisation doivent se trouver dans un système unique, lisible par n'importe quelle agence gouvernementale ou internationale. Pourquoi 2026 est-elle l'année charnière? Parce que c'est l'année limite pour que les tests de résistance des monnaies numériques de banque centrale, les MNBC, soient achevés. Des documents fuités et des rapports de fondations liés au Forum de Davos montrent que l'infrastructure est déjà en cours d'installation sous couvert de modernisation bancaire. Le pacte pour l'avenir donne désormais l'autorité légale pour que ces données soient partagées à l'échelle mondiale, sous prétexte de cybersécurité. Nous devons examiner les détails de l'article 2.4 du Global Digital Compact. Là, le texte parle de la création d'un espace de données commun. Imaginez que tous les gouvernements du monde décident que leurs systèmes de sécurité intérieure doivent être compatibles. En pratique, cela signifie qu'il n'y aura plus nulle part où s'enfuir. Si vous êtes considéré comme une menace dans un pays, le système d'interopérabilité garantit que vous soyez une menace dans tous les autres. Ils utilisent le terme de sécurité humaine pour justifier cela. Mais qui définit ce qui est sûr? Le pacte mentionne que l'intégrité de l'information est une priorité mondiale. Cela donne le pouvoir à des agences internationales de notifier aux réseaux sociaux de supprimer des contenus qui remettraient en question la légitimité du pacte lui-même. Ce n'est pas de la censure. Ils appellent cela de la curation de gouvernance.
Nous voyons ici la main des grandes fondations philanthropiques qui ont financé les études de base de ce document. Elles investissent des milliards dans l'infrastructure de l'identité numérique en Afrique et en Inde pour utiliser ces populations comme laboratoire de test. Ce qui a fonctionné là-bas vous sera appliqué en 2026. Maintenant, nous entrons dans la partie que la science politique traditionnelle ne parvient pas à expliquer. L'anomalie technique du chapitre 5. L'ONU, une organisation créée pour la paix diplomatique, revendique désormais le contrôle de la gouvernance de l'espace extra-atmosphérique et de la réponse globale automatique. Pourquoi une organisation civile aurait-elle besoin de protocoles pour gérer les orbites des satellites? La réponse est dans la communication. Si votre Internet et votre identité numérique dépendent de constellations de satellites comme Starlink, celui qui contrôle l'espace contrôle votre accès à la réalité. Le document crée une structure pour taxer et réguler les satellites privés, garantissant qu'aucune entreprise ne puisse offrir un Internet libre de filtres internationaux. Un autre point inexplicable pour un régime démocratique est la clause des chocs complexes. Le secrétaire général a désormais le pouvoir discrétionnaire de déclarer une urgence mondiale pour toute raison qu'il considère comme un risque systémique. Cela peut être une crise climatique, une panne d'électricité ou une vague d'informations indésirables. Quand ce choc est déclaré, la souveraineté nationale est suspendue au profit de la réponse globale coordonnée. Ce n'est pas une théorie. C'est un protocole de transfert de pouvoir qui a déjà été signé. L'anomalie est claire. Nous créons un gouvernement mondial de réserve qui n'attend qu'une crise pour prendre le commandement total. Et 2026 est l'année où la gâchette sera testée. Le concept de choc complexe est la clé maîtresse de ce scénario. Traditionnellement, une urgence était quelque chose de clair. Une guerre, un séisme, une inondation. Mais un choc complexe peut être n'importe quoi affectant plus de 2 secteurs de la société simultanément. Par exemple, une grève des transporteurs combinée à une instabilité du système bancaire. Selon le chapitre 5 du pacte, cela justifie déjà l'activation de la plateforme d'urgence. Le secrétaire général assume le rôle de coordinateur en chef, envoyant des directives que les pays signataires ont promis de suivre. Cela crée une hiérarchie où le président de votre pays devient un directeur régional d'une corporation plus vaste. L'anomalie ici est qu'il n'existe aucun mécanisme de révocation de ce pouvoir. Une fois le choc déclaré, qui décide quand il prend fin? Si la crise climatique est considérée comme un choc permanent, alors l'urgence devient la nouvelle norme. Et sous l'état d'urgence, les droits individuels sont toujours les premiers à être sacrifiés sur l'autel du bien commun. L'affrontement des idées est ici profond et sombre. D'un côté, les défenseurs du pacte disent que c'est nécessaire pour éviter l'effondrement de la civilisation. Mais de l'autre côté, l'analyse des chercheurs d'archives occultes voit la naissance du Léviathan numérique. Une entité sans visage, sans siège physique accessible aux citoyens ordinaires, et qui gouverne via des crédits sociaux et des blocages financiers. Si vous êtes signalé par le système de lutte contre la désinformation prévu par le pacte, comment vous défendrez-vous? Il n'y aura aucun juge local à saisir si votre identité numérique est suspendue par une directive internationale. Le véritable affrontement est entre l'homme libre et l'utilisateur surveillé. On nous pousse vers un contrat d'adhésion où les petites lignes disent que vous n'êtes plus un citoyen, mais un point de données dans un flux de gestion globale. Que se passe-t-il si vous refusez l'identité numérique? Les documents suggèrent que vous serez exclu de la vie civile, incapable d'acheter, de vendre ou de voyager. Nous ne pouvons pas parler de 2026 sans parler des monnaies numériques de banque centrale. Le pacte pour l'avenir est le cadre légal qui permet à ces monnaies de sortir de la phase de test. Contrairement à l'argent liquide, la MNBC est programmable. Cela signifie que l'émetteur peut décider où, quand et dans quoi vous pouvez dépenser. Dans le contexte du pacte, si vous dépassez votre quota d'émissions de carbone suivi par votre application d'identité numérique, votre monnaie pourrait simplement ne plus fonctionner pour acheter un billet d'avion ou de la viande rouge. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce que le document décrit comme la gestion durable de la consommation. Ils unissent la surveillance financière à la surveillance idéologique. L'affrontement ici est direct. Voulez-vous un argent qui vous appartient ou un ticket de rationnement numérique qui dépend de votre bon comportement évalué par un algorithme de l'ONU? Mon verdict, après avoir analysé chaque ligne de ce pacte,
et que la fenêtre de résistance est en train de se fermer. Le pacte pour l'avenir n'est pas un plan pour 2030, c'est une réalité pour 2026. La souveraineté n'est plus qu'une illusion que nous entretenons pour nous sentir en sécurité pendant que le sol sous nos pieds est remplacé par une plateforme numérique contrôlée par une élite. La question que je vous laisse aujourd'hui n'est pas de savoir si cela va arriver, mais ce que vous ferez quand le système exigera votre soumission totale en échange de votre participation à la société. Êtes-vous prêt à être un dissident numérique? Regardez autour de vous. Voyez comment les monnaies numériques et les identités biométriques s'imposent déjà. Le pacte pour l'avenir n'a fait qu'officialiser ce qui était déjà en construction. Si ce dossier résonne en vous, si vous sentez que l'ère a changé, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous devons savoir combien sont encore éveillés. Partagez ce fichier avec ceux qui ont encore des yeux pour voir, avant que les protocoles d'information du pacte ne rendent ce genre de conversation impossible.